Introduction. Réveiller la créativité, stimuler l'innovation et transformer sa vie professionnelle. La plupart des entreprises aujourd'hui fonctionnent comme des modèles bien rodés, basés sur la logique, l'analyse et des structures précises. Ces approches, elles permettent de maintenir une organisation efficace, mais elles ont aussi leurs limites. Sans créativité, on risque de rester coincé, incapable d'imaginer des changements véritablement transformateurs. La créativité, c'est pas juste pour les artistes ou pour les esprits qui sont hors normes. C'est une capacité humaine qui est innée, qu'on peut développer et utiliser au quotidien pour générer des idées qui sont audacieuses et inspirer notre entourage. Et dans le monde qui évolue à toute vitesse, avec l'essor de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, c'est clair que ce qui ferait vraiment la différence, ce serait ce que les machines ne peuvent pas faire. Faire preuve d'ingéniosité et transformer des idées qui sont apparemment disparates en des solutions qui sont innovantes. Et dans ce snap, on va apprendre à révéler notre potentiel créatif, à stimuler l'innovation au sein de notre organisation et à utiliser des outils concrets pour libérer cette énergie à chaque étape du processus. Des débuts audacieux aux transformations réfléchies, tout le voyage qu'on s'apprête à faire va nous montrer comment faire de notre créativité notre ressource la plus précieuse et comment créer des conditions idéales pour réussir dans n'importe quel environnement. Merci pour cette intro. On va tout de suite plonger dans le premier chapitre qui expliquera comment poser les bases solides de cette transformation créative. Chapitre 1. La créativité, une clé pour prospérer dans l'incertitude. On entend souvent dire que la créativité est essentielle. Mais pourquoi ? Et surtout, comment est-ce qu'elle peut nous aider à naviguer dans un monde de plus en plus imprévisible ? Pour comprendre, prenons l'exemple du FC Barcelone en 2012, qui jouait contre Chelsea lors d'un match décisif. Barcelone, connu pour sa stratégie basée sur la possession de la balle, n'a pas réussi à s'adapter aux techniques défensives de Chelsea. Résultat, une défaite qui a frustré tous les supporters. Ça illustre un point crucial. Dans un monde incertain et en constante évolution, la capacité à s'adapter et à innover n'est pas juste un atout, c'est une question de survie. La créativité, c'est une compétence que tout le monde possède, mais que peu d'organisations valorisent vraiment. Souvent, les entreprises se concentrent sur la stabilité, l'efficacité et des améliorations progressives. Elles passent à côté des opportunités d'innovation radicales. Le problème, c'est que dans des environnements où les structures hiérarchiques rigides dominent, beaucoup d'employés n'osent pas contribuer avec des idées nouvelles. Et pour libérer ce potentiel créatif, il faut créer un environnement où les idées fraîches sont non seulement acceptées, mais vues comme essentielles. Donc, pour toi, il ne suffit pas de valoriser la créativité en surface, il faut qu'elle ait un vrai but, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. L'innovation doit résoudre des problèmes réels, répondre aux besoins des clients ou explorer de nouvelles opportunités. Un exemple parfait, c'est l'entrepreneur Ethan Stowell et sa glace artisanale qui était peu conventionnelle à l'époque. Sa créativité a séduit parce qu'elle était alignée avec l'esprit d'aventure de ses clients. Mais attention, une créativité sans direction, c'est juste du bruit. Par exemple, un design flashy ou une idée sans réelle utilité, ça mène pas vraiment quelque part. Pour cultiver cette créativité, il faut d'abord évaluer son équipe, équilibrer les profils cerveau gauche, tournés vers la logique, et cerveau droit, qui apportent des idées audacieuses. Et les leaders ont un rôle crucial là-dedans. Ils doivent montrer l'exemple en admettant leurs erreurs et en créant un espace où les risques sont acceptés. C'est vrai que sortir de sa zone de confort, ça peut être intimidant. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut s'y préparer ? Pour se préparer, il faut embrasser des activités qui élargissent les perspectives. Essayer de nouvelles expériences, demander des avis opposés ou simplement prendre le temps de réfléchir. Des exercices comme la méditation ou la respiration, ça peut aussi aider à se mettre dans un état propice à l'innovation. Mais attention, la créativité ne fonctionne pas comme une tâche isolée, elle doit être vue comme un processus ongoing, qui évolue avec les saisons et les étapes de transformation personnelle. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans le prochain chapitre, en commençant par le printemps, une saison qui symbolise le changement et les nouveaux débuts. Ok, très intéressant. Donc on a vu ici que la créativité est une arme indispensable face à l'incertitude, mais qu'elle doit s'ancrer dans des objectifs concrets
et dans un environnement propice. Hâte de découvrir dans le prochain chapitre ce que le printemps peut nous apprendre sur les nouveaux départs. Chapitre 2. Les changements audacieux et les idées radicales ouvrent un printemps d'innovation. Pourquoi est-ce que le printemps est souvent vu comme une période propice au renouveau et à l'innovation ? Le printemps, c'est la saison du renouveau. Dans la nature, c'est le moment où les plantes poussent à nouveau et où les idées dormantes se réveillent. Et dans le monde professionnel, le printemps symbolise l'énergie et le courage nécessaires pour relever des défis enracinés et oser des transformations radicales. On peut regarder l'exemple de McDonald's dans les années 2000. Face aux critiques sur la santé et la qualité nutritionnelle, ils n'ont pas juste ajusté leur menu, ils ont révolutionné leur menu. Nouveaux ingrédients, adaptation aux goûts locaux et même un changement d'image pour paraître plus humain. Le résultat, c'est une croissance et un regain d'énergie pour l'entreprise. Ce qu'on apprend ici, c'est que les changements radicaux peuvent insuffler une nouvelle vie, comme le printemps revitalise la nature. Ok, c'est très clair jusque-là, mais je me demandais, qu'est-ce qui peut pousser à adopter ces idées qui sont finalement radicales ? Et comment est-ce qu'on peut s'y préparer ? Alors tout commence par la remise en question des traditions et l'acceptation des résultats inattendus. Dans la musique par exemple, certaines innovations révolutionnaires sont nées d'erreurs ou de limitations techniques, comme la distorsion dans les amplificateurs. Ce qui était d'abord un défaut, c'est devenu un pilier de certains genres. Dans les affaires, c'est pareil, aller au-delà de ce qui est bon pour pousser les limites, ça peut mener à des percées qui inspirent un changement durable. Mais parfois, changer, ça demande une véritable révolution. Ça peut passer par une révision complète des rôles ou par l'utilisation de techniques comme le brainstorming aléatoire pour connecter des idées sans rapport à un problème spécifique. Ces approches disruptives ouvrent souvent la voie aux grandes innovations. Mais du coup, ces transformations, elles demandent beaucoup de courage. Comment est-ce qu'on pourrait créer un environnement où ces idées, elles pourraient éclore sans avoir peur d'échouer ? C'est là que le rôle de la sécurité psychologique entre en jeu. Les équipes doivent se sentir libres d'exprimer des idées sans jugement. Encourager des approches exploratoires comme des tests rapides ou des prototypes, ça aide aussi à bâtir la confiance. Et puis il faut pas mal de patience aussi. Les graines du changement, ça prend du temps pour germer. Donc en résumé, le printemps, c'est pas juste une saison ici, c'est une vraie métaphore pour le renouveau et l'action. C'est ça, et dans ce snap, on apprend que chaque changement doit avoir un objectif clair. Si tout le monde comprend comment son travail contribue à un but collectif, la motivation et la créativité sont naturellement au rendez-vous. Et dans le prochain chapitre, on va parler de l'été, une saison qui porte sur la croissance et la consolidation. On verra comment transformer ces graines d'idées en projets solides qui peuvent fleurir pleinement. L'été propulse la croissance grâce à la créativité et à l'action. Alors, comment les entreprises peuvent-elles transformer une idée ou une intuition en un succès qui va être vraiment durable ? Et surtout, comment surfer sur cette vague d'énergie qui est estivale pour vraiment grandir ? Bonne question. Un exemple qui illustre parfaitement ce principe, c'est celui d'Howard Schultz, le fondateur de Starbucks. Dans les années 80, il visite l'Italie et tombe sous le charme de la culture des cafés où règne communauté et connexion. Il a imaginé un concept radicalement nouveau, des espaces où les gens pourraient se retrouver, travailler ou se détendre. Mais ces idées ont été rejetées au début. Pas découragé, il a persisté, rachetant finalement Starbucks et transformant la marque en un phénomène mondial. Sa réussite repose sur 3 ingrédients clés, l'intuition, la persistance et le courage. Donc on peut dire que l'été, c'est le moment d'agir et d'oser les grands projets ? Exactement, et tout commence par faire confiance à son intuition. Comme l'explique Damian Kahneman, prix Nobel, les meilleures décisions viennent parfois d'un instinct profond, plutôt que d'analyses complexes. Quand une idée semble évidente, foncez même si elle défie la logique. Mais concrètement, comment ça se traduit dans une entreprise ? Une méthode puissante, c'est de reformuler les défis en utilisant un nouveau langage. Par exemple, au lieu de dire « c'est risqué », on peut présenter le défi comme une opportunité pour redéfinir l'avenir. Juste en changeant les mots, on change souvent l'énergie de toute une équipe. Et si les idées, elles ne viennent pas facilement, on fait comment ? Eh bien parfois, c'est en brisant les règles que les solutions arrivent. Il faut penser, comme dit l'auteur, comme un pirate. Il faut secouer les conventions
inviter des perspectives inattendues et laisser les voix marginales s'exprimer. Les innovations majeures surgissent souvent depuis des endroits les plus improbables. Ça donne envie d'être audacieux, mais est-ce que la réflexion, elle a aussi sa place dans cette énergie estivale ? Absolument, parfois c'est dans l'inaction apparente que les meilleures idées émergent. Une promenade, une rêverie ou même une douche peuvent stimuler des éclairs de génie. Et revisiter le passé peut aussi être une mine d'or, une idée ancienne adaptée au contexte actuel, ça peut devenir révolutionnaire. Donc, en fait, l'été, c'est vraiment une période où on explore et on teste ses limites. C'est ça, pose-toi cette question, qu'est-ce que tu refuses de faire ? Souvent, c'est en repoussant ses limites qu'on trouve des opportunités cachées. C'est le moment où les idées s'épanouissent et où on pose les bases d'une croissance solide. Et après ça, qu'est-ce qui nous attend après cette période intense de créativité et d'action ? Et dans le prochain chapitre, on plonge dans l'automne, où il est question de redéfinir le succès par la transformation et le renouveau. Chapitre 4. L'automne redéfinit le succès par la transformation et le renouveau. Alors, pourquoi l'automne est souvent vu comme une période idéale pour réinventer et restructurer les choses ? L'automne, c'est la saison où on laisse aller ce qui ne fonctionne plus pour faire place à des révolutions créatives. Prenons l'exemple de John Lewis. Au début du XXe siècle, il a transformé l'entreprise familiale John Lewis en l'une des organisations les plus innovantes, en introduisant un modèle où les employés devenaient copropriétaires. Ce changement, il n'a pas seulement révolutionné son business, il a aussi inspiré une loyauté sans précédent, tant chez les employés que chez les clients. C'est la preuve qu'en mettant des gens au cœur des décisions, on peut mener des transformations durables. Donc l'automne, ce serait le moment parfait pour revisiter ses priorités et réorganiser ses objectifs ? Exactement. Au lieu de s'en tenir à des visions court terme ou trop lointaines, c'est judicieux de se concentrer sur le moyen terme. Ça donne la flexibilité nécessaire pour franchir les obstacles immédiats tout en progressant vers des résultats concrets. Par exemple, en s'appuyant sur des tendances ou en collaborant avec des influenceurs, on peut générer de la visibilité et de l'élan pour de nouveaux projets. Un autre aspect clé de l'automne, c'est la construction de communautés de passion. Que ce soit à travers les réseaux sociaux ou au sein d'une organisation, créer un sentiment de connexion partagée autour d'intérêts communs, ça peut amplifier des idées et motiver les individus. Quand les équipes se sentent valorisées et motivées, elles sont naturellement plus créatives et plus productives. Et le rôle de la générosité dans tout ça, comment est-ce que ça peut nourrir la créativité ? La générosité, qu'elle soit pratique ou symbolique, ça joue un rôle énorme. Par exemple, construire des relations basées sur des partenariats réfléchis ou des actes de bienveillance renforce les liens et encourage un climat propice à l'innovation. Et pour maintenir une créativité durable, c'est crucial de célébrer tous les succès, mais aussi de tirer des leçons des erreurs. Ok, je comprends tout ça, mais du coup, comment est-ce qu'on peut se challenger soi-même dans ce processus ? Il faut oser penser différemment. Il faut oser se poser des questions stupides ou envisager ce qu'un concurrent ferait de mieux dans la même situation, par exemple. C'est en s'attaquant à ces contraintes qu'on découvre souvent des solutions innovantes. L'automne, c'est vraiment une saison de transformation. En repensant et en restructurant, tu prépares le terrain pour la profonde métamorphose que représente l'hiver. Une saison de consolidation et de préparation, et dans le prochain chapitre, on va explorer comment l'hiver sert de fondation pour un avenir encore plus solide. Parfait, donc si on a vu que l'automne nous pousse à nous réinventer, à restructurer et à bâtir sur des bases solides, j'ai hâte de découvrir comment l'hiver vient compléter ce cycle avec des outils pour concrétiser ces changements. Chapitre 5. L'hiver revitalise les progrès grâce à la préparation et à la réinvention. Alors en quoi l'hiver symbolise-t-il cette phase essentielle pour consolider et préparer l'avenir ? L'hiver, c'est le moment où on se retire pour mieux revenir. Prenons l'exemple du Royaume-Uni en 2010 avec ses services digitaux obsolètes et mal coordonnés. Le gouvernement a lancé gov.uk, une plateforme unifiée qui a transformé l'administration en rationalisant ses outils et en créant une mission claire. C'était pas seulement une question de technologie,
mais aussi une manière de repenser tout le système, toute la culture et tous les objectifs. En moins de 6 ans, ce projet a finalement économisé des milliards et a simplifié l'expérience utilisateur. C'est ça l'hiver, il permet de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus et de se concentrer sur des changements fondamentaux. Souvent, les organisations échouent parce qu'elles se précipitent sur des solutions de surface au lieu d'adresser les problèmes de fond. Prioriser les retours en temps réel, ajuster les processus obsolètes et aligner une mission claire, c'est essentiel pour éviter des distractions inutiles. Donc parfois, il faut complètement repartir de zéro pour créer de nouvelles opportunités. C'est ça, et l'une des décisions les plus courageuses, c'est d'abandonner ce qui ne marche plus. Même si c'est ancré depuis très longtemps. Ça ouvre la voie à des idées radicalement nouvelles. Regarde Stan Lee qui a inventé les super-héros en brisant les conventions de genre. C'est un très bon exemple de ce que l'hiver peut apporter. Un renouveau total en cassant les normes pour faire émerger l'innovation. Pour trouver ces nouvelles idées, il faut souvent sortir de son cadre habituel, que ce soit physiquement ou métaphoriquement. Explorer d'autres environnements ou simplement prendre du recul permet de raviver la créativité. Et qu'est-ce qu'il en est de la gestion des progrès pendant cette période finalement ? Les grands changements ne nécessitent pas toujours de gros budgets. Parfois, des petites victoires bien définies et réalisables sur des délais courts suffisent à créer un élan durable. Mesurer et célébrer ces succès encourage les équipes à pousser plus loin. Même si l'inconfort des premières étapes peut être très intimidant, c'est dans cet inconfort qu'on trouve les solutions vraiment transformatrices. L'hiver peut sembler calme, mais c'est une saison de préparation et de renouvellement. Il permet d'élaguer ce qui est superflu et de planter les graines des changements du printemps. Tout le travail fait en hiver garantit que les saisons à venir seront encore plus riches en progrès et en créativité. Ok, c'est très intéressant. Donc pour conclure, l'hiver c'est une étape clé où on prépare le terrain pour tout ce qui va suivre. Une belle manière de boucler ce cycle de créativité et d'innovation en fait. Je trouve aussi, oui. Ce voyage à travers les saisons de la créativité montre bien qu'en prenant le temps de réfléchir, d'oser et de s'adapter, tout le monde peut transformer ses idées en une véritable réussite. Pour conclure ce snap sur une année de créativité de Catherine Jacob et Sue Unerman, voici l'essentiel à retenir. La créativité, c'est le pilier de l'adaptabilité et de l'innovation. En comprenant son fonctionnement cyclique, des débuts audacieux aux transformations réfléchies, on peut s'en servir pour résoudre des problèmes complexes, générer des changements significatifs et inspirer la croissance. Que ce soit en défiant des systèmes dépassés, en nourrissant de nouvelles idées ou en réimaginant les possibilités, la créativité peut nous permettre de naviguer avec confiance dans l'incertitude. En embrassant son potentiel, tu trouveras les outils pour prospérer non seulement face aux défis d'aujourd'hui, mais aussi dans les opportunités de demain. Merci d'avoir suivi ce snap avec nous. C'était un plaisir de t'accompagner à travers ce voyage créatif. C'était un plaisir pour moi aussi et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain snap.